Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans ce 5e épisode de la Vérif. Alors, cette Vérif-là, on la dédie à un film culte des années 80 qui est Le Maniaque de William Lustig. Alors, pourquoi il se retrouve dans la Vérif ? C'est parce que je viens de faire l'acquisition du coffret collector édité par Le Chat qui fume, donc un somptueux coffret, un somptueux écrin pour ce film culte des années 80. Alors ce qu'il faut savoir en fait avec Maniac, c'est qu'il a une petite histoire à 7ème dimension. Donc je vous avais déjà expliqué qu'avec Peterson on se connaît depuis de nombreuses années et qu'on partage en fait cette passion pour le cinéma de genre depuis l'adolescence, et c'est vrai qu'on avait entendu parler en fait du film de William Lustig dans le numéro 100 de la revue Mad Movies. Et ce numéro 100 à l'époque c'était les 100 films cultes, donc les 100 films à voir selon Mad Movies. Donc pour nous c'était un petit peu la Bible, donc le but c'était un petit peu de récupérer chacun des films qui apparaissaient dans ce numéro. Et pour ce faire c'était un petit peu compliqué de mettre la main notamment sur cette édition de Maniac en VHS, parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'un film comme Maniac, quand il sort au milieu des années 80 en France, eh ben, il sort par le circuit vidéo, parce que la censure officiait avec ses gros ciseaux sur les films de genre quand ils sortaient en France. Donc Maniac a très tôt été estampillé interdit aux moins de 18 ans, comme le Zombie de George Romero, et c'est chez l'éditeur VHS René Château Vidéo qu'atterrira Maniac. Alors petite parenthèse sur cet éditeur René Château Vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous a toujours fait marrer, notamment au niveau du logo avec cette espèce de panthère et ce nom un petit peu aristo du coup de René Château Vidéo. Ce qu'il faut savoir en fait avec cet éditeur, c'est qu'il était spécialisé et associé avec Jean-Paul Belmondo, donc il était spécialisé dans le cinéma français, et c'est pour ça que dans leur catalogue on pouvait aussi bien y côtoyer en fait toute la filmographie de Jean-Paul Belmondo et en même temps les pires trucs interdits aux moins de 18 ans qui ne sortaient pas en salle à cette époque. Donc merci encore avec 20 ans de retard à René Château Vidéo pour avoir édité des perles comme le Zombie de George Romero et ce Maniac là de William Lustig. Donc Maniac dans les années 90, parce que c'est à peu près à ce moment là qu'on l'a découvert avec du coup Peterson, même 96 parce que c'était à cette époque là qui était sorti le numéro 100 de Mad Movies.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Peterson correspondait avec un vieux monsieur qu'on avait appelé le vieux détective, et en échange de quelques lettres et moyennant quelques francs à l'époque, il se mettait en quête de récupérer certains films que Peterson lui demandait. Et c'est donc à l'été 97, si je dis pas de bêtises, que Peterson reçut un paquet qui le mit dans une joie extraordinaire. C'était un paquet qui contenait la VHS de Maniac de William Lustig. Donc ni une ni deux, on se colle à le regarder, et là c'est la grosse claque. C'est la grosse claque dans la figure, parce que Maniac, c'est un slasher horrifique jusqu'au boutiste, rempli ras la gueule de scènes devenues complètement cultes, et qui étaient déjà cultes à l'époque, et surtout c'est franc du collier, c'est direct dans ta face, et ça se permet énormément de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, cette vérif, on la consacre à la fois au superbe coffret collector édité par Le Chat qui fume, et en même temps, on va essayer de rendre hommage aussi à l'œuvre de William Lustig. Alors, ce qu'il faut savoir sur William Lustig, c'est que c'est un réalisateur qui n'a pas été des plus prolifiques dans le genre. Donc, on va dire qu'il a eu une période assez fournie en film, et puis après, il s'est arrêté direct. Donc, c'est-à-dire que cette période-là, c'est vraiment début 80 jusqu'à milieu des années 90, et puis après, au revoir, bye bye tout le monde, je passe à autre chose. Parce que clairement, William Lustig, c'est un petit peu le réalisateur d'une autre époque, un honnête artisan. On peut pas dire de lui que c'est un auteur au niveau d'obsession particulière, si ce n'est le sanguignolant. Mais ce qu'on peut retenir de William Lustig, c'est que déjà il commence sa carrière en apprenant un petit peu le métier sur le tas, et notamment avant le début des années 80, c'est-à-dire dans le milieu du porno. Voilà, donc sous le nom de Billy Bug. Voilà, donc il commet 2 films pornographiques, parce que c'est ce qui marchait à l'époque et c'est ce qui marche toujours, on va dire aujourd'hui. Donc il commet ces 2 films-là qui lui permettent en fait d'acquérir la technique suffisante pour pouvoir mener à bien son véritable projet cinématographique, qui est de livrer un vrai film d'horreur d'exploitation, comme on pouvait le voir en fait dans les drive-in ou dans les cinémas de quartier aux États-Unis. Et donc ce premier film, ça sera Maniac, avec Joe Spinell, qui sera à la fois l'acteur principal et en même temps qui mettra un petit peu d'argent dans la prod. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce film Maniac, c'est un petit peu un montage à l'ancienne. Donc montage à l'ancienne, ça veut dire que c'est fait avec des bouts de ficelle, avec de l'huile de coude et beaucoup de débrouillardise, et beaucoup de plans tournés sans autorisation dans les rues cradingues de New York à cette époque-là. Donc en gros, au niveau de la prod, donc il y a un peu d'argent de Lustig, beaucoup d'argent du coup de Joe Spinell, de l'argent aussi du coproducteur, et aussi pas mal d'argent qui sera amené par le mari de Caroline Munro, qui est du coup l'actrice, on va dire, principale de ce film-là. On peut pas dire qu'il y a une actrice principale dans Maniac, mais on va dire que c'est le rôle le plus important féminin dans le film. Donc voilà, donc ce film-là se monte de cette manière-là. C'est quand même un gros succès à l'époque, parce que dans les années 80, on est demandeur, hein, c'est le démarrage du gore. Ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi je dis gore, c'est parce que les effets spéciaux sont signés par Monsieur Tom Savini. Alors Monsieur Tom Savini, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc j'ose espérer quand même que ceux qui m'écoutent savent qui est Tom Savini, mais on va dire que pour les petits jeunes, les nouveaux qui seraient tombés sur ce 5e épisode de la vérif, ou qui se sont pris d'amour en fait pour les podcasts de 7ème dimension, Tom Savini, c'est un ancien photographe de guerre, donc qui reviendra plus ou moins traumatisé. Pour gérer son trauma, il va spécialiser en fait dans les effets spéciaux de maquillage physique, et du coup tout ce qu'il a pu voir sur les blessures de guerre et les membres mutilés, il va le retranscrire en fait dans ses effets spéciaux physiques, et c'est grâce au réalisateur ultra connu qui dédiera sa carrière aux zombies, qui est George Romero, qu'il se fera la main. Voilà, donc on lui doit dans les années 80 la montée en fait du genre gore horrifique. Donc les effets spéciaux les plus marquants de cette époque-là, on les doit à Tom Savini. Donc c'est Massacre à tronçonneuse 2 qu'on a déjà chroniqué dans une précédente vérif, c'est le Maniac du coup de Lustig, c'est aussi le zombie de Romero et tous les autres films sur lesquels il sera employé. Donc Tom Savini, voilà, il amène le supplément de gras de Barbac pour faire de Maniac du coup un film d'horreur marquant.
Donc Maniac fonctionne plutôt bien et notamment c'était aussi le début des vidéoclubs, donc ça c'est un titre qui sera un succès en vidéo sur ce nouveau marché-là, et Lustig dans sa carrière après il sera amené à travailler avec un scénariste ultra connu, scénariste qui sera aussi réalisateur, qui est Larry Cohen. Donc Larry Cohen, c'est le papa des Envahisseurs, donc série des années 50-60 science-fictionnelle avec Roy Thines, et ils s'associeront ensemble pour livrer une trilogie de films qui s'appellera Maniacop. Voilà. Comme quoi en fait Lustig, il reste un peu dans le même créneau, donc c'est-à-dire avec des titres qui résument à peu près bien le pitch du film, qui peut tenir sur un ticket de métro. Voilà, c'est un maniaque, c'est un flic maniaque, voilà le Maniacop. Voilà. Donc nos deux larrons livreront une trilogie assez inégale, donc avec un premier film devenu culte, le deuxième espèce de il est à Maniacop ce que Terminator 2 est à Terminator, et puis un troisième Maniacop qui est beaucoup plus oubliable parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de production, donc forcément le film, ça se voit à l'écran, et le film n'est pas bon. Et nos deux compères se retrouveront une nouvelle fois pour un film au titre et au pitch prometteur d'Oncle Sam, qui sera du niveau d'un DTV du milieu des années 90, quoi. Donc c'est-à-dire passable et d'une autre époque et sans l'envie. Donc ce qu'il faut retenir en fait de William Lustig, en fait, c'est on va dire une décade, une décennie d'un artisan en fait chevronné, amoureux du genre, et qui livrera des pépites de pure exploitation. Donc Maniac, les Maniacop, Vigilante aussi, qui a déjà été édité là il y a quelques temps par Le Chat qui fume aussi, donc vous l'aurez compris, si vous voulez vous faire une spéciale Lustig, allez sur Le Chat qui fume déjà, vous aurez deux titres assez intéressants à vous procurer. Donc voilà, Lustig, honnête artisan, et pour parler en fait de Maniac, sans oublier l'essentiel, c'est aussi un acteur principal très investi dans son rôle de serial killer. Donc, alors, déjà, Maniac, de quoi ça parle? Alors, Maniac, le pitch est ultra simple. Voilà. C'est l'histoire d'un tueur en série qui sévit dans les rues de New York et qui s'attaque aux jeunes femmes. Basta, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc Lustig va creuser un petit peu le trauma du personnage, donc au fur et à mesure du film on comprendra que c'est un enfant qui a été maltraité par sa mère, donc on peut supposer que sa mère lui faisait subir des sévices corporels, qu'il y avait un petit peu de prostitution derrière. On va dire que c'est suggéré, c'est pas forcément mis au premier plan. Et du coup, ce serial killer, basiquement, il en veut aux femmes en fait, parce que ces femmes-là, elles sont un peu comme sa maman. Et comme c'est un serial killer ultra bourrin, et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les bonnes femmes la nuit et il les tue de manière diverses et variées, mais surtout il les scalpe pour garder en fait leur chevelure et les mettre sur des mannequins dans son appartement, ce qui est toujours très charmant en termes de décoration. Donc là, on va dire que on mettra un petit bémol sur la déco de Frank Zito, parce que c'est le nom du personnage. Ça rajoute un côté un peu Rital Bis sympatoche. Voilà, donc le maniaque incarné par Joe Spinell s'appelle Frank Zito. Alors Joe Spinell, pour ceux qui connaissent pas, déjà pour reprendre une expression du Major Dutch dans Predator incarné par Arnold Schwarzenegger, c'est pas une gueule de porte-bonheur à la base. Ouais, donc Joe Spinell, il a une gueule à jouer les crapules, les tueurs, les vauriens, tout ce que vous voulez. Voilà, donc il a une sale gueule. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que à la ville, c'était un homme à femme. Allez comprendre. Donc pour ceux qui ont déjà vu Maniac, vous saurez de quoi je parle. Voilà. Donc Joe Spinell, c'est une sale tronche, voilà, et une sale gueule, mais c'est l'équivalent d'un Michael Berryman quelque part, voilà, pour la couina des yeux. Donc Joe Spinell, c'est un acteur qu'on a pu découvrir au travers du cinéma de Francis Ford Coppola. C'est-à-dire que lui, c'est pas démonté, le Joe. Il a été voir Francis et il lui a presque mendié un rôle. Donc vous pouvez le voir en homme de main, en fait,
fait de Don Corleone, donc dans la trilogie du Parrain. Ça sera aussi l'un des bons amis de Sylvester Stallone qu'il aura rencontré à l'époque du casting du Parrain, et c'est lui qui l'aidera à monter le premier Rocky. Alors non pas financièrement, mais en tant qu'ami et pour les encouragements, pour qu'il continue à écrire ce script qui donnera Rocky. C'est pour ça aussi qu'il apparaît en fait comme un magouilleur dans Rocky 1 et dans Rocky 2 aussi. Donc Joe Spinell, c'est un Italien d'origine, donc avec cette espèce de visage inquiétant, matiné de trous dans la peau très significatif, donc on arrive à le reconnaître assez facilement dans un film. Donc il va écumer pendant, on va dire de la fin des années 70 jusqu'à sa mort en 89, il va écumer série A, série B, série Z, avec une constance qui force le respect. Donc vous pouvez le retrouver du coup chez Francis Ford Coppola, comme dans un bis rital comme Star Crash. On peut le retrouver à tous les niveaux. Donc Joe Spinell, quand il rencontre William Lustig avant le tournage de Maniac, il faut savoir que William Lustig, il a à peine la vingtaine. Voilà, c'est un petit jeune pour lui. Et du coup, il est touché par l'envie de Lustig de faire un vrai film d'horreur, voilà, d'exploitation. Et Joe Spinell, il voit là l'occasion pour lui d'avoir un rôle de premier plan. Voilà, c'est un peu l'idée pour lui, parce que ça reste un second, voire un dixième couteau dans les films des autres, et voilà, il aspire à autre chose. Et du coup, il s'implique énormément dans l'écriture du personnage. Donc, quand vous regardez Maniac, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, pour incarner ce type de rôle, c'est quand même assez chaud patate. Faut pour un acteur se mettre dans le rôle, faire des recherches, etc. Vivre avec ce genre de personnage, c'est compliqué. Faut avoir un petit peu un grain. Et bon, là, autant vous dire que Joe Spinell, il fait le taf. Voilà. Quand vous le voyez dans le film, pleurer, sangloter, c'est vraiment représentatif de ce qu'est l'acteur studio, quoi, de ce que pouvait faire Martin Sheen dans certaines scènes d'Apocalypse Now. Donc c'est-à-dire qu'il y a une implication au niveau d'un acteur qui est déjà borderline. Donc ce qu'il faut comprendre aussi quand on regarde Maniac, c'est que beaucoup de plans qui sont tournés de nuit, c'est l'assistant réal ou le prod qui part avec une caméra sans autorisation, et notre ami Joe Spinell, il se trimballe dans la défroque du Maniac et il shoot des plans comme ça dans les ruelles, donc avec des vrais gens. Voilà, il y a ce côté-là aussi du film de Lustig. Il y a un côté aussi New York poisseux, cradingue, réaliste. Voilà, Maniac, c'est un film qui est sale. Voilà, faut le dire. C'est un film qui est sale visuellement, c'est un film qui est sale au niveau de ses effets, et c'est un film où il y a des sales idées à l'intérieur. Donc voilà, soyez prévenus. À ce niveau-là, il rejoint les uppercuts horrifiques que sont les Cannibal Holocaust ou autres Hellraiser. Voilà, c'est sale, c'est poisseux, et autant vous dire que redécouvrir ce film-là hors VHS, c'est-à-dire dans une magnifique restauration à partir du négatif en 4K, c'est même trop. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est trop propre, c'est-à-dire que c'est un film qui se regarde de manière sale. Voilà. Donc, ce film-là, Joe Spinell le prend à bras-le-corps et il livre une interprétation extraordinaire. Voilà. Donc, on y croit. Voilà. Il fait flipper. Et on est mis, et c'est la première fois aussi que ça arrive dans ce type de film, à la place du tueur. C'est-à-dire que le personnage principal est le tueur. Contrairement aux films de psycho-killer ou serial killer qu'il y avait jusqu'à présent, où il y avait un espèce de suspense de savoir qui est le tueur. Là, on nous le dévoile dès les premières minutes. Donc ça veut dire qu'on est témoin de ce qui se passe. Et c'est ce qui est assez dérangeant quand on est spectateur de ce film-là. On peut dire qu'on aime Maniac parce qu'on aime le cinéma d'horreur. On peut pas dire qu'on aime Maniac, le film en tant que tel, parce que c'est un film choc et c'est un film dérangeant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on est mis à la place du voyeur
Et en cela, en fait, Lustig raccroche les wagons avec le giallo. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que William Lustig, il a une énorme culture cinématographique et que sa volonté avec Maniac, il s'en a jamais caché, c'est d'adapter le giallo, le film de tueur en série italien, aux États-Unis, mais de manière beaucoup plus horrifique. Donc tout ce qui tient du giallo via Lustig, en fait, c'est toutes les mises en scène, toute cette participation, on va dire obsessionnelle au niveau du meurtre. Donc dans ce film-là, tous les meurtres, la manière dont ils sont chorégraphiés et mis en scène, et cette volonté aussi de pas détourner le regard, parce que c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que on met en place des effets spéciaux ultra réalistes, réalisés par Tom Savini à même le plateau. On va pas détourner la caméra, c'est cadré plein fer en plan serré. Voilà, la caméra elle bouge pas, on n'a pas peur de ça en fait. Donc il y a une certaine forme de complaisance qui est vraiment héritée du cinéma italien, de Bava et de Dario Argento à ce niveau-là. Et tout le reste qui va être plus ou moins malsain au niveau des idées est véhiculé par les tourments incarnés à l'écran au travers du jeu de Joe Spinell. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros travail aussi sur la bande-son. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup le râle très spécifique en fait de Joe Spinell. Et ça amène un côté inquiétant. C'est-à-dire que quand on a des scènes quasiment muettes, hein, sans dialogue en fait, hein, où le maniaque poursuit une de ses victimes, tout ce qu'on, hormis la musique, tout ce qu'on va entendre en fait, c'est des bruits de pas et surtout le râle inquiétant de ce tueur. Donc il y a aussi un jeu intéressant dans Maniac au niveau de la traque, puisqu'on a la place du tueur, donc des fois ça bascule entre point de vue en fait du maniaque en question et point de vue de la victime, et par moment il y a ce jeu de suspense, et il y a un gros travail de l'avoir revu en fait aujourd'hui dans de bonnes conditions. J'ai noté qu'il y avait un énorme travail en fait sur le hors-champ. Donc sur le hors-champ, sur la mise en place et sur à quel moment le maniaque va surgir. Donc là-dessus, le hors-champ est super bien géré et ça en rajoute en fait dans le malsain. Donc voilà, vous l'aurez compris, voilà, c'est crade. Ça peut se rapprocher aussi des premiers films d'un autre cinéaste du crade, des bas-fonds des ruelles, qui est Frankenheimer aussi, avec la trilogie des Basket Case par exemple, voilà. Et aussi de Elmer le remue-ménage et de Frankenhooker, voilà. Il y a un côté je tourne dans la rue avec de vrais dealers, de vrais macros et de vrais putes, voilà. Au niveau du casting du maniaque, hormis Joe Spinell, on va retrouver aussi un rôle féminin de premier plan, alors qui a été mis au premier plan parce que, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, le mari de celle-ci voulait investir un petit peu dans un film qui la mettrait en avant, donc voulait un petit peu booster sa carrière. Donc cette actrice, c'est Caroline Munro, qu'on retrouvera aussi plus tard en fait avec Joe Spinell à l'occasion de 2 autres films dont Star Crash, voilà. D'ailleurs dans une tenue qui aujourd'hui ne passerait pas, donc elle est habillée quasiment de rien, de 3 bouts de ficelle dans Star Crash. Je crois que le film il vaut le détour rien que pour ça. Donc on a ce personnage féminin là qui est mis en avant pour des raisons on va dire financières, mais qui permet aussi de contrebalancer et un petit peu d'atténuer toute cette violence qui est faite aux femmes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le point de vue de Lustig n'est pas misogyne. Par contre, c'est clairement un film où on y tue des femmes, voilà, et l'acte en fait commis par Joe Spinell est clairement misogyne. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce film-là. C'est pour ça aussi qu'à l'époque, il y a eu beaucoup on va dire de manifestations à l'encontre du film quand il est sorti en salle, notamment via des associations pour la protection des droits de la femme, etc. Ce qu'on peut comprendre. Après, ça reste du cinéma d'exploitation. Cinéma d'exploitation, c'est-à-dire on va vous montrer un tueur qui scalpe des femmes, c'est ce que vous aurez. Voilà. Donc il y a pas plus à en voir. Donc au niveau des seconds rôles, des 10e rôles, etc., William Lustig fait appel aussi à son carnet d'adresses. Donc voilà, les 3/4 des personnes qu'on voit dans ce film-là sont soit de vrais macros, soit de vrais prostituées, et pour certaines des victimes qui seront dénudées pour le coup, ce sont d'anciennes actrices pornographiques, voilà, aussi. Donc au niveau de en quoi
Maniac est culte? Maniac, il est culte parce que c'est la première fois qu'on faisait un film sur un serial killer de cette manière-là. Donc c'est-à-dire aussi violente, aussi malsaine, et surtout à la première personne en le suivant comme un véritable anti-héros, parce que c'est ce qu'il est en fait. Hein. Et c'est la position qu'on a nous en tant que voyeurs. Donc là, le pari, il est réussi. Donc l'autre fois où on pourra se permettre d'être dans cette position-là, ça arrivera bien plus tard, quelques années après, avec le Henry Portrait of a Serial Killer de John McNaughton. Mais Maniac est le premier dans son genre. Et je vais vous le dire, il y a des scènes, mais complètement folles et ultra bourrines dans ce film-là. Donc, moi, si je devrais en citer qu'une, c'est ce couple qui est en train de se bégoter dans la voiture, sachant que l'homme est incarné par Tom Savini à l'écran, hein, et ils sont en train de se bécoter, et de l'autre côté de la vitre de la bagnole, on commence à voir Joe Spinell, voilà, qui est en train de les observer et de les mater. Donc, déjà, c'est glauque, et là, dans une scène mais folle. Vous voyez le personnage de Tom Savini qui allume les phares de sa bagnole et il voit arriver au ralenti Joe Spinell qui saute sur le capot, armé d'un fusil de chasse, et il lui explose la tête en cut. Il lui explose la tête en gros plan, ça gicle, ça explose, voilà, il n'y a plus rien. Il y a des morceaux de cervelle et le sang qui atterrit sur sa petite amie à côté. Ce sont des plans ultra bourrins et on va dire qu'il y a une espèce de cahier des charges. Donc on y explose du coup la tête des gens à coups de fusil. On y scalpe des gens aussi. Il y a des égorgettes, des éventrements. Oui, égorgettes, c'est mignon comme terme, mais on peut le dire aussi, voilà. Donc on y égorge, on y scalpe, on y poignarde, longuement d'ailleurs. Donc oui, il y a cette complaisance de ne pas vouloir détourner le regard, et c'est pas étonnant que c'est marché à l'époque, voilà, parce que c'était ça aussi le principe des hits de vidéoclub, donc c'est-à-dire c'était le bouche à oreille qui fonctionnait la plupart du temps, et ouais, c'était le film à voir le samedi soir. En termes de durée, c'est quoi? C'est 1h30 grand max. Voilà, c'est 1h30 grand max, et pour un film qui va droit au but. Donc là, pour le coup, le contrat est largement rempli. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes fan du coup de slasher, parce que voilà, slasher de films avec des boogeyman, avec des tueurs, de serial killers, etc., et vous n'avez jamais vu Maniac, regardez-le, parce que c'est fondateur. Donc aujourd'hui, ça pourrait pas sortir tel quel. Donc dites-vous bien que quand c'est sorti en France à l'époque, c'était interdit aux moins de 18 ans. Déjà, notre gouvernement avait mis en place une politique de censure, c'était invisible. Ça a profité à la réputation du film. Hein. Voilà, je vous le dis, hein, il n'y a pas meilleure réputation que ça. Et nous, c'est pareil. Quand on a vu quelques photos dans le Mad Movies numéro 100 de l'époque, ça donnait envie. Donc, et puis, il y avait le côté aussi années 80-90 il n'y avait pas encore toute cette sous-culture, on pouvait pas parler de films d'horreur comme on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire que regarder Massacre à la tronçonneuse ou des choses comme ça, à l'époque on était taxé de déviant, donc il y avait un côté un petit peu qui va avec aussi l'adolescence, de se faire peur avec une vraie bande horrifique jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, je vous le dis, Maniac, mais c'est 100 fois plus choquant et 100 fois plus bourrin que n'importe quel torture porn ou n'importe quel film d'horreur qui sort aujourd'hui. Donc si j'ai un conseil à vous donner, regardez Maniac. Si vous aimez le cinéma horrifique et les vraies propositions de films de genre, Maniac il se pose là. Voilà, il y a pas d'arnaque là-dessus. Du coup donc vrai film culte, vrai postulat horrifique, gore mené à terme par Bill Lustig. Que reste-t-il aujourd'hui? Voilà, je conclus souvent du coup ces petites analyses de Maniac. Que reste-t-il aujourd'hui de ce film-là? Alors, la carrière de Lustig, elle s'est arrêtée au milieu des années 90. Voilà, donc parce que il avait plus sa place dans le Hollywood qui commençait à muter. Donc Lustig a très vite senti le vent tourner. Donc c'est lui qui a monté l'une des premières boîtes aux États-Unis dédiée à la restauration de pépites horrifiques venant d'un peu partout dans le monde, surtout d'Italie. Donc il s'appelle Blue Underground.
Et Blue Underground, aujourd'hui, ça a pignon sur rue. Donc, même certains bonus de Maniac sont issus, en fait, de Blue Underground que Lustig a produit lui-même pour la propre ressortie de son film aux États-Unis. Donc voilà, la carrière de Lustig, elle, maintenant, elle est dans le documentaire, dans la réédition, dans la restauration, en fait, des pépites du genre. Joe Spinell, Joe Spinell, il est mort en 89. Donc, et du coup, bon, ben voilà, quand vous voyez l'acteur dans Maniac, vous savez clairement que c'est un acteur qui, à la ville, avait de grosses problématiques. Donc, pas un mauvais bougre, mais quelqu'un qui avait de sérieuses problématiques avec l'alcool, avec les drogues, avec les femmes, donc avec beaucoup de choses en général. Donc, il est mort, on va dire, quasiment dans l'anonymat. Voilà, il a été retrouvé dans sa chambre, du coup, il a été retrouvé dans son salon, baignant dans son sang, parce qu'il était hémophile. Donc vous pourrez en apprendre un peu plus, hein. Il y a de super bonus sur le Blu-ray édité par Le Chat qui fume. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a eu une carrière éphémère, qui aurait pu prétendre à quelque chose de plus grand, mais tous ces traumas l'en ont empêché. Donc voilà, il est rentré dans le panthéon des acteurs marquants du genre. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre Alexandre Aja national a produit un remake de Maniac en 2012. Donc autant vous dire, moi je l'ai pas vu. Bon, déjà quand j'avais entendu l'annonce, c'était en mode crime de lèse-majesté. Pourquoi faire un remake de Maniac ? Bon, déjà, pourquoi faire des remakes de films qui n'ont pas besoin de remake ? Il n'y a pas besoin, voilà. Donc il a fait ce remake-là avec Elijah Wood dans le rôle titre. Donc vous passez de Joe Spinell à Elijah Wood. C'est quand même plutôt pas mal, le grand écart est intéressant. Alors ce qu'il faut savoir avec Elijah Wood, c'est qu'apparemment il adore le cinéma horrifique. Donc il faut pas le résumer à Bilbo le Hobbit. Alors quand je dis Bilbo le Hobbit, c'est tout le monde va me tomber dessus, c'est Frodon, excusez-moi, voilà. Donc faut pas le résumer à Frodo de la Comté dans Le Seigneur des Anneaux. C'est quand même déjà un tueur assez marquant dans Sin City, et il a une société qui est spécialisée dans le cinéma horrifique, qui a produit notamment les derniers Nicolas Cage et le Color Out of Space, dont on reviendra dans un numéro physique de 7ème dimension de Richard Stanley. Voilà. Donc au final, peut-être pas étonnant de retrouver ce bon vieux Elijah Wood dans le rôle du maniaque. Donc c'est réalisé par Frank Calhoun, qui est un peu l'homme à tout faire de Aja et Levasseur quand ils peuvent pas tourner les films. Voilà, c'est à peu près comme ça que je le résume. Qui était déjà auteur de Deuxième sous-sol ou P2 en VO, donc voilà, un film oubliable que j'ai oublié, dont je ne me rappelle plus. Apparemment, ce Maniac se permet d'utiliser une vue FPS, de ce que j'en sais, et qu'il apporte des nouveautés par rapport au film d'origine. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être je vais me le caler dans la vérif, un de ces quatre, et que je ferai un comparatif. Il paraît que au final c'est valable. Donc voilà ce qui reste aujourd'hui de l'héritage porté par Maniac. Alors bien entendu, hein, tous les films on va dire de psycho-killer, de serial killer un peu gratiné, un peu sanglant, payent leur tribut à Maniac. Donc ça faut se le dire. Au niveau du formidable écrin livré par Le Chat qui fume, j'ai envie de vous dire, c'est l'édition ultime. Voilà, c'est l'édition ultime. C'est blindé de bonus. Je crois qu'on frôle quasiment les 3 heures. C'est un coffret 4 disques. Voilà, 4 disques. Donc 2 DVD. Alors 2 DVD, un Blu-ray et un CD avec la bande originale composée par Monsieur Chataway. Voilà, si je le prononce correctement, Jay Chataway. Et c'est génial. Voilà, c'est génial. Donc, je veux dire, que demander de plus ? Vous avez un superbe écrin cartonné, un digipack qui comprend en fait une version restaurée à la fois en Blu-ray et en DVD du film, et la bande originale. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, les amis du Chat qui fume, franchement, au top. Après, c'est blindé de bonus. Moi, je les ai pas tous regardés. Hein. J'en ai regardé quelques-uns, notamment ceux de Blue Underground. Un bonus aussi créé par Le Chat qui fume, où
Fatih Bédiar, qui est un habitué des bonus du Chat qui fume, journaliste, scénariste, qui avait officié dans Mad Movies, nous parle de Lustig et de la relation entre Lustig et Joe Spinell, donc on apprend beaucoup de choses, voilà. Donc c'est soigné, c'est soigneux. J'ai envie de vous dire, le seul petit bémol, mais ça c'est pas de votre faute les gars, c'est que c'est même trop propre pour un film comme ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis la version, vous pouvez regarder Maniac en mode VHS dégueu. Je pense qu'eux-mêmes ils s'en sont rendus compte, mais dans l'état actuel des choses, ouais, on peut se vanter, nous Français, de posséder l'un des plus beaux écrins de ce film-là, donc pourquoi s'en priver, et je vais en profiter de ce 5e épisode de La Vérif de vous conseiller à vous auditeurs, oui, achetez des Blu-ray, notamment par rapport à la situation qui s'est passée dernièrement par rapport au Covid, les petits éditeurs ont besoin de vous, donc ouais, pour 20 ou 25 €, vous obtenez l'œuvre en elle-même dans un formidable écrin, et j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas à la solde d'un service de VOD où le film il va dégager demain et vous le possédez pas vraiment. Donc ouais, si vous avez quelque chose à faire, eh ben allez sur le Chat qui fume et achetez Maniac. Je peux pas vous dire mieux. Donc c'était le 5e épisode de La Vérif, et comme je le dis à chaque fois, ici à 7e dimension, notre créneau, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.